des formations sur ces thématiques-là, soit accompagner des personnes ou des équipes pour y voir plus clair justement en termes de, des situations difficiles, conflictuelles et qu'est-ce que ça veut dire au niveau émotionnel. Voilà pour moi. Ok. Et moi, donc c'est Colline Caspar. Moi aussi, je travaille à l'UDN et ça fait 10 ans que j'accompagne les organisations et les citoyens, citoyennes sur les questions du faire ensemble. Et en fait, dans ce parcours-là, la question du conflit et de la communication entre les personnes et dans les organisations, elle est assez centrale. Et donc pour moi, c'est devenu un intérêt spécifique et donc que j'adore creuser donc par le biais de la CNV, de la PNL, des cercles de la justice restaurative et donc c'est joyeux pour moi de venir partager ces explorations avec vous. J'ai fini. Eh ben, c'est parti. Je te mets le diaporama, Louise, et puis tu me dis quand Ouais, tu veux changer les diapos. ouais, merci. Ce qu'on voulait vous partager avec Colline, là, c'était un petit peu, en fait, c'est quoi les enjeux de venir explorer ces thématiques-là. Et en tout cas, pour nous, ce qui était le plus important, c'est d'essayer de mettre de la lumière sur, en réalité, ce qui se passe pour pouvoir décider au mieux de quelle piste je choisis en conscience de ce qui est là. Et donc l'idée, c'était du coup de mettre de la lumière sur en fait quelles sont les dimensions du conflit. D'abord pour s'y confronter et pas faire comme dans le cas le plus facile, ça serait de le mettre sous le tapis, mais vraiment d'essayer d'aller, de rentrer dedans, de clarifier ça et de le traverser avec le plus de sérénité possible, c'est-à-dire si j'ai conscience des enjeux, de ce qui se passe, etc., bah, du coup, je peux à la fois faire des choix éclairés et du coup le traverser avec le plus de sérénité possible. Ça ne veut pas dire que c'est confortable, mais en tout cas d'être confort avec ce que ça me fait vivre, parce que je sais pourquoi, parce que je connais les enjeux et parce que je fais des choix par rapport à ça. Alors, Louise, attends, je te coupe parce que je vois qu'il y a une demande qu'on partage l'écran, mais il me semblait que justement, moi, mon écran était partagé et avec le diaporama et vos deux vidéos. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que, je sais pas s'il y a des gens de l'équipe UD notamment qui peuvent me confirmer. Euh, oui, c'est partagé. Ok. Donc, en fait, peut-être pour la personne qui a demandé, c'est dans les paramètres d'affichage de Zoom, vous pouvez choisir le mode intervenant qui va mettre du coup notre présentation en avant et puis vous aurez potentiellement les autres participants à côté, quoi. Donc, ouais, vas-y, continue, Louise. Ouais. Et je veux bien que tu mettes la diapositive Ouais. d'après, juste pour... Merci. En fait, on s'est aperçu aussi pour vous partager comment ça s'est construit aussi, de comment vous partagez ça au niveau des conflits. On s'est aperçu petit à petit, en accompagnant des personnes, en faisant des séminaires, qu'en réalité, il y avait évidemment plusieurs dimensions dans le conflit et que souvent on regardait que une ou deux de ces dimensions-là. Et on s'est dit qu'on allait vous partager un petit peu ces réflexions autour de, en réalité, il y a toutes ces dimensions qui sont plus ou moins confondues quand il y a un conflit et auxquelles on ne fait pas forcément attention. Pour vous donner un exemple, une fois on accompagnait, il y avait une personne qui faisait partie d'une association qui était salariée, qui était assez jeune, c'est une jeune femme, et qui rencontrait des problèmes, justement, où ça commençait à devenir conflictuel au sein de son association. Donc elle était salariée, et puis il y avait le CA, et notamment composé de bénévoles. Et elle se trouvait dans la situation où, en fait, elle se retrouvait à faire à la fois ce pourquoi elle estimait qu'elle était payée, mais pas que. Donc, par exemple, changer des étagères, remplacer, enfin, nettoyer les toilettes. Il y avait plein de choses qu'elle se retrouvait à faire parce que pour elle, c'était pas clair de qui devait les faire. Et puis, comme personne ne le faisait, bah, c'était elle qui s'y cognait. Et en analysant un petit peu la situation, on s'est aperçu justement qu'il y avait différentes dimensions dans la situation qui étaient à regarder et qui pouvaient essayer d'éclairer
pour voir comment est-ce qu'on pouvait petit à petit sortir de la dimension conflictuelle et de retrouver comme du dialogue. La dimension intrapersonnelle, donc, je vous l'ai dit tous les quatre, et puis après, j'illustre avec l'exemple. Donc, il y a la dimension intrapersonnelle à l'intérieur de moi, la dimension interpersonnelle, c'est-à-dire avec d'autres personnes, la dimension organisationnelle, c'est-à-dire qui fait partie de l'organisation dans laquelle je travaille, là en l'occurrence l'association, et puis là, toute la dimension sociétale. Donc, ça, c'est les quatre dimensions que nous, on a pu mettre en lumière, on va dire. Et dans l'exemple que je vous donne, par exemple, elle était avec ce truc à l'intérieur bah, je ne sais pas si j'ai la légitimité de venir réclamer de mettre de la lumière justement sur sur un dysfonctionnement. Donc il y avait cette problématique de légitimité. En termes d'interpersonnel, il y avait ce truc de pas forcément oser dire dans la relation ce qui lui posait problème, pourquoi, de venir remettre un petit peu sur le tapis le fait que il y avait des choses qui n'étaient pas claires et qu'effectivement, au niveau organisationnel, ça a démontré qu'il y avait comme un trou dans la raquette. En fait, nulle part ça a été défini de qui fait quoi sur un certain nombre de tâches et que du coup, bah, c'était à qui avait bien envie de prendre ça en marche, enfin en tout cas en charge, qu'il le faisait. Et puis la dimension sociétale, il y avait cette notion c'est une jeune femme qui se dit, bah voilà, moi j'ai l'habitude, en fait si je le fais pas, personne va le faire, donc avec cette habitude-là de prendre en charge plutôt que d'autres personnes. Et tout ça pour dire que en fait souvent il y a toutes ces dimensions qui sont présentes et qui sont pas forcément conscientes. Donc voilà, nous on s'est dit, on va essayer d'aborder le conflit, d'essayer de voir systématiquement en fait quelle dimension dans ce qui se passe dans la situation appartient à quelle dimension. Et maintenant on peut passer à la diapo d'après où on va rentrer un peu plus spécifiquement dans chacune des dimensions du conflit. Donc la dimension intrapersonnelle, pardon. Euh, Nous, ce qu'on s'est dit, c'est déjà la première chose qu'on peut faire dans les situations conflictuelles, c'est vraiment de comment j'essaye de regarder ce qui se joue pour moi. Comment je suis en jugement de l'autre ou de moi. Qu'est-ce qui se passe dans ma façon de regarder la situation qui peut justement euh, pas entraîner, mais en tout cas favoriser cette situation conflictuelle. Est-ce que je m'exprime correctement? Est-ce que je suis au courant de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de mes ressentis? À quel niveau je l'exprime ou pas? Est-ce que je vais jusqu'au bout de l'expression de ce que j'ai envie de dire dans la situation qui ne me convient pas? Ou est-ce que je projette que la personne ne sera pas en capacité d'entendre ou que c'est pas la peine? Ou juste, en fait, je n'arrive pas à éclaircir ce qui se passe à l'intérieur de moi et puis je peux le dire avec de la colère, qui est du coup difficile à, à recevoir en face et du coup de comprendre quel est vraiment le message sous-jacent à de l'expression animée avec de la colère. Donc il y a vraiment cet enjeu au niveau intrapersonnel, dans une situation difficile et conflictuelle, de venir regarder, sentir quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi par rapport à la situation? Est-ce que c'est quelque chose aussi que je rejoue? Est-ce que c'est quelque chose que je connais et puis là qui se rejoue dans cette situation? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Et puis, à la fois cette analyse d'enjeux et de venir percevoir ce qui se passe autour de moi en termes pas autour de moi, à l'intérieur de moi en termes de ressenti et de sensations corporelles, ça va justement me renseigner sur des besoins pour ceux et celles qui connaissent un peu la communication non violente. Il y a tout cet exercice personnel à faire de clarifier qu'est-ce qui se joue pour moi en termes de besoins et donc de ressenti dans la situation pour pouvoir, dans une autre dimension qui est celle de l'interpersonnel, c'est-à-dire de comment je suis en relation avec l'autre, je vais pouvoir venir m'exprimer avec le plus de justesse possible. Donc voilà, première chose, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et comment je m'en sers. Et ça permet, en fait, sur cette dimension-là, de reprendre la totalité de sa responsabilité dans ce qui se joue après avec l'autre, avec les autres, de vraiment prendre les 100% de sa responsabilité et aussi de reprendre du pouvoir d'agir sur tout ce que
je peux influer dans le système. Parce que forcément, si plus je vais mettre de la conscience sur ce qui se passe en moi, plus je vais pouvoir agir dessus. Et si j'agis dessus, moi, si je bouge, je vais faire bouger le système. Et c'est là, après, qu'on va basculer dans l'interpersonnel, dans l'organisation, etc., etc. Merci, ouais, carrément. Et dans les actions, là, il y a ce truc de comment je... Donc l'autocompréhension, c'est-à-dire quelle analyse et ressenti je peux faire, et auto-empathie aussi de... En fait, c'est pas facile, la situation est souvent pas évidente, souffrante. Romain disait tout à l'heure, il parlait d'émotions qui sont vraiment difficiles, inconfortables. Et c'est souvent ce qui se passe dans la situation conflictuelle. C'est justement parce que c'est inconfortable que ça me pousse à faire quelque chose, à venir changer, bouger le système, comme peut le dire Colline. Et donc, c'est comment je m'apporte de l'empathie aussi pour à la fois revenir ressentir et puis m'accompagner, de m'auto-accompagner dans la difficulté à pouvoir traverser et donc aussi communiquer avec ça. Oui, parce que là, du coup, l'écueil, ce serait de se juger soi-même et de se culpabiliser, ce qui n'est pas non plus, euh, en tout cas pour moi, ce qui n'est pas non plus l'enjeu. Enfin, là, si je mets de la lumière, c'est pour avoir des clés de compréhension et pouvoir avancer, c'est plutôt que de me culpabiliser. On peut passer à la dimension d'après. Merci. Donc la dimension interpersonnelle, je le disais tout à l'heure, c'est du coup comment je peux rentrer en communication avec le ou la personne ou les personnes avec qui c'est conflictuel ou difficile en tout cas relationnellement. Euh, Moi j'aime bien donner un peu comme un raccourci un peu de qu'est-ce que c'est un conflit. La plupart du temps, c'est quand même deux personnes qui disent c'est moi qui ai raison. Et donc sous-entendu, si c'est moi qui ai raison, bah, du coup c'est toi qui as tort. Et il y a vraiment euh, des postures dans le conflit qui restent tenues sur en fait, je veux que tu reconnaisses ce qui se passe pour moi, je veux que tu entendes ce qui est difficile pour moi et que tu reconnaisses donc mon besoin et ce que je veux te faire passer avant même, souvent que même moi j'ai pu l'analyser, ou même que moi je puisse aller faire la même démarche envers toi. Donc c'est deux personnes, le conflit c'est comme deux personnes qui disent, toi d'abord, viens monter sur ma colline pour comprendre ce que je vis et qui est difficile pour moi. Et effectivement, parce que c'est souffrant, c'est difficile de monter sur la colline de l'autre et d'aller voir ce qui se passe. Et en même temps, c'est comme la seule façon, ça c'est comme la clé qui permet de, pas forcément résoudre, mais en tout cas aller rentrer dans une potentielle amélioration de la situation. C'est comment moi je prends l'initiative de, c'est pas mettre son ressenti de côté, mais c'est un temps, ce qu'on appelle un temps de, je mets je me mets complètement à l'écoute de l'autre. Et ça ne veut pas dire que je ne sois plus en présence de ce qui se passe pour moi, mais je vais dans un premier temps me mettre totalement à l'écoute de l'autre, qui va permettre après de pouvoir... Attendez, j'ai un problème de chat euh, qui va permettre... En fait, c'est le fait d'aller dans un premier temps visiter ce qui se passe pour l'autre, qui potentiellement va permettre à l'autre de se sentir entendu et de donner accès à sa capacité à venir me retrouver sur ma colline. Donc dans l'interpersonnel, il y a vraiment ce sortir du c'est moi qui ai raison, mais plutôt, en fait, on a chacun et chacune des bonnes raisons de sentir ce qu'on sent et de vivre ce qu'on vit. Et c'est comment on va venir faire cohabiter ces deux ressenti de la situation plutôt que d'essayer de vouloir reconnaître qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui est tort ou qu'il y ait un ressenti qui soit plus justifié ou qui soit plus légitime d'une certaine manière. Donc on va rentrer dans du et, c'est-à-dire c'est et ta vision des choses et ma vision des choses qui renseignent sur des besoins qu'on va essayer d'explorer ensemble pour trouver une voie de sortie ou de transformation de cette situation.
Et c'est pour ça que la première étape qu'on a vue tout à l'heure sur se donner de l'auto-empathie, elle peut être utile justement pour pouvoir aller sur la colline de l'autre. Parce que je vis des émotions, je peux vivre de la colère très forte vis-à-vis de l'autre. Et donc prendre un temps pour moi, de me donner de l'empathie, va pouvoir me permettre d'être plus disponible pour aller faire un pas vers l'autre. Et qui va me permettre aussi, effectivement, de pouvoir parler avec assertivité. Tout à l'heure, Colline disait, en fait, on retrouve du pouvoir d'agir. La plupart du temps, soit on s'exprime avec un peu trop de colère, ou soit on ne dit pas suffisamment les choses. Donc, soit on se met en posture haute par rapport à l'autre, soit on se met en posture basse, pardon, ou soit en posture de manipulation. Mais en tout cas, c'est tout un travail de retrouver cette posture d'assertivité, c'est-à-dire de s'affirmer avec suffisamment de tranquillité pour que le message passe. Et ça va être un vrai enjeu de s'exprimer de cette manière-là pour que à la fois mon message soit clair et qui va m'aider aussi du coup à aider l'autre à venir me rejoindre dans ce que je suis en train de vivre et qui est difficile pour moi. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur l'assertivité, Colline. Moi, j'avais bien aimé quand on en avait parlé, ce que tu me disais sur venir vraiment poser mes limites, mais de manière tranquille. En fait, c'est depuis connecter à ce que je nourris comme besoin quand je viens le partager. Et c'est sans colère, sans agressivité. C'est vraiment quelque chose de posé, de droit, qui vient dire, bah, par exemple, là, non, c'est pas OK pour moi, ça dépasse mes limites, mais c'est tranquille à l'intérieur. Et c'est pour ça que avoir peut-être un temps d'auto-empathie avant me permet justement d'arriver à cette tranquillité-là, parce que quelque part, j'ai déchargé ce qui était émotionnel, je l'ai accueilli, je ne l'ai pas foutu sous le tapis, je l'ai pas chassé. J'ai vraiment pris l'émotion quand elle est venue. Par exemple, c'était de la colère, je l'ai vraiment accueillie, vécue, même pris un temps pour sentir où elle était dans mon corps. Je l'ai respirée et une fois que tout ça a été vécu, entendu, puisque l'émotion, elle est là pour donner un message, donc c'est vraiment accueillir tout ça. Une fois que j'ai vécu ça, mais je peux décortiquer plus si je sais faire bah, quels besoins étaient non nourris là-dessous ou quels étaient les besoins, parce que souvent ils sont plusieurs. Une fois que j'ai fait ce travail-là, ben voilà, je suis déchargée de l'émotion et je peux venir poser les limites avec plus de tranquillité. Ouais. Et moi, j'aime bien aussi amener dans les conflits cette notion que, en fait, il y a trois issues au conflit. Souvent, les personnes, quand elles peuvent appeler quelqu'un pour euh, avoir dans l'intention, on va dire, de résoudre le conflit. Moi, j'aime bien rappeler que, en fait, dans le conflit, il y a trois issues. Il n'y en a pas qu'une qui serait celle de la résolution, entre guillemets, et qu'on arrive à transformer au niveau de la relation. Mais donc, les trois issues, la première, c'est celle-là, évidemment. Heureusement que ça arrive aussi de temps en temps de se comprendre, se rejoindre dans vraiment ce que je suis en train de vivre et qui est très difficile pour moi et qui est légitime à un endroit de par mon vécu, de par mon histoire. Voilà ce qui se passe pour moi dans la situation. Et chez l'autre également. Donc, soit effectivement on arrive à se rejoindre dans ce qui est difficile à vivre, de s'entendre et de venir trouver une voie de passage pour pouvoir transformer la relation et du coup la communication et la situation. Mais il se peut aussi que, en fait, la meilleure chose à faire à ce moment-là, ça peut être la séparation. Euh, que peut-être c'est aller trop loin déjà au niveau relationnel, qu'en réalité, on peut s'apercevoir que, bah, en fait, il y a une incompatibilité à quelque niveau que ce soit. Et que du coup, il vaut mieux prendre acte de, bah, effectivement, il y a peut-être une incompatibilité dans les visions des choses, dans le projet, dans la façon de vouloir le mener, et qu'il vaut mieux se séparer plutôt que d'essayer de continuer à trouver des compromis qui en réalité n'en sont pas, qui ne sont pas satisfaisants, et qui fait que ça continue à nourrir une certaine animosité, une certaine difficulté à pouvoir transformer les choses. Donc, et ça soulage aussi souvent d'ouvrir cette possibilité de dire
Ah, en fait, on n'est pas juste bloqué à essayer et à se contraindre à trouver une solution entre nous. Il peut y avoir aussi cette voie de sortie de, en fait, peut-être que juste le constat, c'est qu'il y a de l'incompatibilité et comment on va se séparer en bonne intelligence par rapport à la situation. Et la troisième issue, c'est de continuer de rester dans ce conflit, mais en conscience, c'est-à-dire qu'effectivement, l'enjeu, il est trop fort pour moi. Je ne peux pas lâcher l'affaire pour ça, mais c'est de le faire consciemment, c'est-à-dire de refaire ce choix-là, de rester dans cette situation-là, de faire valoir des besoins, de faire valoir des valeurs qui sont trop importantes pour moi, en connaissance du coût que ça peut avoir au niveau de l'énergie, parce que ça demande énormément d'énergie de rester dans un conflit, et en termes de temps, de quel temps je consacre à justement traiter, réguler cette histoire-là. Donc, les trois issues, c'est donc la transformation de la situation, le fait de se séparer ou de rester consciemment et de rechoisir régulièrement que c'est bien ça que je fais au regard du coût que ça peut avoir à tous les niveaux pour moi et pour souvent les autres qui sont autour. Voilà, merci Romain. La dimension dans l'organisation, il y a déjà ce questionnement-là à se poser, en fait, qui est est-ce que le conflit, il peut appartenir à quelque chose qui n'a pas été défini au préalable dans la façon de travailler ensemble? C'est-à-dire, s'il y a des trous dans la raquette, peut-être qu'il y a des choses qui viennent créer de la tension entre deux personnes dans le travail, etc. Mais c'est peut-être juste parce qu'au niveau organisationnel, il n'y a pas quelque chose enfin, il y a quelque chose qui n'a pas été vu et qui n'est pas pris en compte par rapport à ça. Donc, il y a... En fait, c'est quoi le système de l'organisation par rapport à ça, de s'organiser pour qu'il y ait des espaces différents dans lesquels il puisse y avoir déjà un certain nombre de règles qui sont posées au début, qui explicitent les choses, pour savoir quelles sont les règles du jeu dans lequel on joue quand on travaille dans cette organisation. Voilà voilà, quelles sont les règles avec lesquelles je suis d'accord pour travailler dans ce cadre-là. Donc, on vous a listé quelques aides, en tout cas de références qui peuvent t'aider à clarifier les choses et savoir quand il y a des situations de tension, où est-ce que je vais les traiter. La première chose, quand je vous parlais des règles du jeu, c'est est-ce qu'il y a un cadre de sécurité qui est posé en sachant justement comment on travaille ensemble, quelles sont les règles, et voilà le cadre auquel on peut se référer si jamais justement il y a une incompréhension entre deux personnes. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il y a un cadre de sécurité? Est-ce qu'il y a une charte relationnelle, c'est-à-dire au même titre qu'il y a des règles du jeu organisationnel, il y a aussi des règles du jeu relationnel, c'est-à-dire comment est-ce qu'ensemble on pose et on décide d'être en relation, de se parler, c'est quoi les choses qui sont importantes et qu'on veut partager ensemble dans notre façon de travailler. Et puis, il y a différents espaces pour ceux donc, qui connaissent un peu, j'imagine, un peu tout le monde, la gouvernance partagée. On travaille avec cette notion de tension, c'est-à-dire la différence entre ce qui se passe et ce qui pourrait se passer, qui soit au service de l'organisation. Et la différence entre les deux, ça crée une tension, comme quelque chose qui dysfonctionnerait ou qui fonctionnerait pas assez bien. Et ça vient me renseigner sur quelque chose qu'il faut traiter et qui peut être traité en fonction de la tension à différents endroits. Et en gouvernance partagée, il peut y avoir des tensions qui sont traitées à un niveau stratégique, c'est-à-dire en termes de vision, où est-ce qu'on se situe et est-ce que ce qu'on fait, ça rentre bien dans la raison d'être de l'organisation et comment est-ce qu'on y va, c'est-à-dire en termes de stratégie. Il peut y avoir des tensions qui sont au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire dans notre façon de fonctionner, est-ce qu'on est bien au clair avec le fait que chacun a un rôle et qu'en fait, s'il y a des tensions relationnelles qui peuvent être dues à, en fait, on ne sait pas qui fait quoi en termes de périmètre, en termes de tout ça, ben, en fait, ça peut être traité dans des moments de réunion de gouvernance.
qui vont traiter le système organisationnel. Il y a aussi des tensions qui peuvent être traitées au niveau opérationnel, c'est-à-dire, bon, bah là, il y a quelque chose dans mon projet qui m'empêche d'avancer parce que tel ou tel, il manque telle ou telle chose, ou avec telle ou telle personne, il y a un truc qui avance pas. Ben, en fait, la tension, elle peut être traitée au niveau des réunions opérationnelles pour pouvoir faire avancer le projet. Et puis, il y a des tensions qui sont relationnelles et qui ont besoin d'être traitées à un niveau relationnel, c'est-à-dire des réunions qui sont exprès pour ça, qu'on peut appeler des temps de régulation, qu'on peut appeler, mais où on sait qu'on va pouvoir expliciter au niveau relationnel des tensions qui sont vécues par les uns, les unes, les autres, et c'est où, et c'est quoi, c'est quand les espaces que j'ai pour pouvoir les traiter. Donc plus ça va être explicite tout ça de quand j'ai une tension, à quoi elle appartient, plus ça va être facile de savoir et de venir traiter les tensions au fur et à mesure où elles arrivent et non pas à les laisser augmenter au fur et à mesure. Et ça c'est quand même souvent que c'est parce qu'il y a du flou au niveau dans l'organisation qu'il peut y avoir des tensions. Donc c'est vraiment important de, clarifier qu'est-ce qui appartient à moi, qu'est-ce qui appartient à la relation entre deux personnes et qu'est-ce qui appartient aussi à l'organisation et qui, euh, le plus clair c'est, le plus facile c'est pour venir traiter les choses et plus c'est flou et plus ça laisse les personnes souvent dans un peu tout seul dans bah, en fait on doit traiter une tension interpersonnelle alors qu'en réalité ça peut-être appartient à l'organisation où en fait ça n'a pas été clarifié de comment on fait, etc. Donc c'est important de pouvoir trier où est-ce qu'appartiennent la tension potentielle entre deux personnes. Mm. Euh, Ça permet aussi d'alléger le poids sur les individus parce que dans l'exemple que tu citais tout au début, où la personne dans l'association, elle est en souffrance, elle peut être aussi vue par les autres comme quelqu'un qui râle tout le temps. En fait, pourtant, le problème ne vient pas d'elle. C'est pas parce qu'elle râle tout le temps, c'est parce elle voit pas, enfin, elle voit les choses trop négativement. Non, c'est parce que peut-être que l'organisation n'a pas prévu qui fait quoi et du coup, tout se repose sur elle. Donc forcément, ça lui fait péter un câble. Mais le problème vient bien de la structure qui n'est pas claire et qui engendre ça. C'est pour ça que la clarté amène de la sécurité pour tous et toutes dans l'organisation. yes. Ouais, Romain, je te vois apparaître. En fait, j'arrive plus à lire ce qu'il y a. Ouais. Alors moi, je t'entends pas. T'as ton micro coupé. Oui, je disais, c'est fou, j'apparais, mais j'apparais sans le son. Euh, oui, donc du coup, moi j'avais envie de zoomer sur le nous mature, mais tu allais peut-être le faire. Non, non, vas-y, je t'en prie. Juste pour partager que dans nos expériences d'accompagnement, c'est quand même très souvent qu'on fait appel à nous pour un besoin X ou Y de décision ou autre et qu'en fait on a à réguler. On a un conflit larvé depuis des années qu'il faut traiter. Et pour moi, il y a quelque chose de très différent quand c'est un conflit dans un nous qui est vraiment fort, qui est des fois un peu fusionnel et qui vit ses premières zones de conflit, mais qui a vraiment créé du lien, versus ce que nous on appelle un pseudo-nous conflictuel, c'est-à-dire un nous qui s'est pas vraiment rencontré, c'est-à-dire que les individus se connaissent pas vraiment. Souvent dans les boîtes, c'est un peu comme ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les personnes, par contre il y a du conflit, quoi. Et là, du coup, c'est vachement plus difficile à traverser parce qu'il n'y a pas vraiment, il y a ni la confiance dans l'autre, parce qu'en fait, on se connaît pas en vrai. Je sais pas qui tu es, toi, tu sais pas qui je suis, je sais pas si je dis ça, en fait, comment ça va être perçu, comment l'autre va réagir, etc. Et il n'y a pas suffisamment d'engagement humain à aller au bout. Parce qu'en fait, quand on commence ce genre de travail, en fait, ça peut être douloureux, ça peut être long. Il y a toute une traversée à faire. Mais si je suis vraiment en lien avec l'autre, parce qu'en fait, on se kiffe, etc., ben, je vais avoir le moteur nécessaire pour aller jusqu'au bout. Alors qu'en fait, s'il n'y a pas vraiment eu cette rencontre, cette fusion préalable, ou cet espace vraiment de création du lien, ben, c'est vachement dur d'aller au bout du conflit, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, merci. Et puis ça me permet aussi de peut-être de préciser que pour accéder aussi à un nous mature, et ben souvent ça demande d'avoir la confiance que justement on peut traverser les conflits. C'est-à-dire, donc c'est un peu je sais pas quel est l'œuf ou la poule, mais il y a vraiment cette notion
un nom mature, enfin en tout cas des personnes, l'équipe est mature à partir du moment où je sais que j'ai justement la capacité à faire le tri, à savoir où est-ce que je vais traiter mes tensions, est-ce que je vais réussir à communiquer avec les autres de façon suffisamment assertive, d'exprimer ce qui se passe pour moi de façon suffisamment claire pour que justement il puisse se passer quelque chose dans la relation et de s'entendre suffisamment profondément pour pouvoir transformer les choses. Et, et ça s'acquiert en fait au fur et à mesure où, comme le disait Romain, on se connaît, on arrive à capter qui j'ai en face de moi, quels sont ses fonctionnements, les endroits où c'est difficile, où c'est souffrant, et puis les endroits où au contraire ça l'est plus. Et donc c'est vraiment cette capacité aussi à savoir traverser les conflits qui permet petit à petit de rentrer dans des équipes et dans des fonctionnements organisationnels qui sont matures. Est-ce qu'il manque des trucs sur cette slide? Je crois que c'est bon. Sauf si Ouais. tu veux rajouter quelque chose, Colline. Non, c'est bon pour moi. Et du coup, la dernière dimension, donc la dimension sociétale, elle est souvent, donc là, on vous a mis la roue des privilèges. Parce que très souvent, en fait, il y a toute une dimension du conflit qui n'est pas vue, qui appartient à ça, qui appartient au rang, qui appartient au fait d'avoir que certaines personnes ont certains privilèges et puis d'autres pas du tout. Et puis en fait, c'est comme si c'est jamais pris en compte dans la façon de venir traiter les conflits. Moi, je le disais un peu en introduction, là, ça m'arrive, ça fait longtemps que je travaille dans les hôpitaux. C'est jamais tellement pris en compte le fait que ce soit des structures qui soient très hiérarchiques avec des positions de médecins, de chefs de service, d'infirmières, d'aides-soignantes, etc. Et ben en fait, c'est très peu visibilisé l'impact que ça peut avoir qu'il y ait ces rangs qui soient aussi importants dans l'organisation. Et je crois que tant qu'on ne met pas de la lumière sur justement toutes ces systèmes de rang, eh ben, on passe à quand même pas mal à côté de toute une dimension du conflit. Et que tant que ça, je ne l'inclus pas non plus dans la façon de venir traiter l'attention et de venir traiter le conflit, bah, je passe à côté de toute cette dimension-là qui va faire que bah, ça va revenir, revenir et encore revenir. Donc là, on vous a mis justement cette histoire de rang, de discrimination qui sont mis. Et en fait, c'est très fort dans quelque chose qui est comme dans le fond, invisible, un peu sourd, et qui impacte de fait énormément la relation entre les gens et la façon dont on a l'habitude de traiter les conflits. Donc, plus je vais avoir de la conscience sur quels sont mes privilèges, quels sont les privilèges des autres, qu'est-ce qui se joue à ces niveaux-là, et plus ça va aider dans le fait de venir traiter les tensions à relâcher et à prendre chacun et chacune ses responsabilités par rapport à ça pour pouvoir remettre une certaine équivalence, un certain équilibre entre les personnes qui vont permettre de traiter la tension et le conflit d'une façon plus éclairée et du coup plus sereine d'une certaine manière. Et l'organisation, elle peut aussi s'emparer de ça pour faire évoluer son cadre de communication, son cadre de sécurité, par des temps de parole distribués de manière différente selon si je suis un homme, une femme, si si je suis médecin, si je suis aide-soignante. En fait, déjà, l'organisation, elle peut dire, bah, on peut laisser plus de temps aux personnes qui ont moins la parole d'habitude pour pallier, en fait, pas pallier, mais pour mettre plus d'équité dans ce que la société euh, amène comme inégalité. Et pour revenir à l'exemple que je donnais au début, par exemple, le fait que ce soit une jeune femme, en fait, il y a quelque part ce truc de, ben, en fait, elle est jeune par rapport à tous les bénévoles qui faisaient partie du CA, qui étaient des personnes qui étaient beaucoup plus âgées. Donc, il y avait un truc, en fait, qui faisait qu'en termes de légitimité, elle savait pas trop si elle pouvait venir confronter sur, bon, bah, concrètement, qui c'est qui lave les toilettes, vu que c'est moi qui m'y colle tout le temps. Et le fait que ce soit une femme, d'avoir aussi plus l'habitude de prendre ça en charge parce que bon bah voilà comme ça c'est fait et en fait tant que ça c'est pas non plus visibilisé de en fait le fait d'être jeune le fait d'être une femme bah, forcément peut-être que ça vient me mettre aussi dans certaines situations de tension
qui sont pas anodines. Et en fait, et tant que ça, j'en prends pas conscience, et ben, je reste avec mon petit problème de, mais en même temps, tu comprends, c'est moi, etc. Oui, c'est vrai, mais pas que. C'est-à-dire, il y a toutes ces dimensions-là dans le conflit que si je vais regarder, je vais le prendre avec le plus de complétude possible, et du coup, je vais pouvoir amener de la clarté. Et c'est pas tant des solutions que des façons d'aborder les choses qui vont aider à verbaliser et à communiquer d'une façon qui est plus précise et du coup plus efficace d'une certaine manière. Et un peu pour... est-ce que, Romain, tu pourrais remettre genre la deuxième, celle où il y a les quatre dimensions? Alors, on va passer à la dernière. Merci. Donc c'est juste pour, avant de vous laisser la parole à si vous avez des questions, en tout cas, moi ce que je peux remarquer, c'est que aujourd'hui, le truc qui est pas évident, c'est à la fois d'apporter de la clarté là sur ces quatre dimensions que on vient un peu d'explorer ensemble, mais il y a surtout, en tout cas pour moi, les clés pour sortir du conflit, c'est ce qu'on vous a marqué là, c'est cette notion de communication. Donc là, je viens d'aborder, mais il y a surtout un peu aujourd'hui euh, tendance, je crois que c'est un peu ça, en fait, avec toutes les avancées qu'on a fait à tous les niveaux, il y a un peu une attente d'un certain confort à tous les niveaux. Et qu'aujourd'hui, de vivre des choses qui sont inconfortables, donc qui font partie de la vie, oui, en fait, travailler avec des gens, vivre avec des gens, avec d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes vécus, bah oui, ça comporte quelque chose de l'ordre de la friction, ça comporte quelque chose de... On n'a pas les mêmes visions, et évidemment, comme on est différent, forcément, il y a des endroits sur lesquels on ne va pas être d'accord. Et je crois qu'il y a un peu un refus ou une difficulté à aller se coller à du ressenti qui serait pas agréable mais qui donne plus des indications pour aider justement à rentrer en relation que un obstacle. Et je crois que tant qu'on voit le conflit ou les émotions désagréables comme quelque chose à éviter à tout prix, à ne pas sentir, souvent moi dans les organisations que j'accompagne, il y a quelque chose autour de c'est trop violent, du coup, il faut rien dire. C'est plus évident de pouvoir exprimer des choses qui sont euh, sous couvert de bienveillance. Du coup, il y a quelque chose qui devient difficile d'être confronté ou ça devient difficile de vivre des choses désagréables parce que on devrait, d'une certaine manière, être toujours dans un vécu confortable, chouette, bienveillant, etc. Alors qu'en réalité, euh, travailler ensemble, vivre ensemble, ça comporte ces moments de friction. Et pour traverser ça sereinement, je crois qu'il faut aussi accepter de vivre l'inconfort et qui va me donner vraiment les billes et les informations nécessaires au fait de venir avoir le courage d'exprimer ce qui se passe et du coup de rentrer en relation réellement en communication et que c'est ça, c'est cette confrontation à la difficulté émotionnelle, à vivre des choses difficiles qui vont être la porte de sortie pour traverser ces conflits et du coup arriver à une certaine maturité, du coup arriver à une communication qui est juste relationnellement. Voilà, c'était juste on avait envie de finir avec ça, que je crois que de ne pas avoir peur de se confronter à de l'inconfort émotionnel, ça permet vraiment de traverser ça. Voilà, et qui permet, une fois que j'ai traversé justement ces inconforts, etc., et c'est vraiment tout l'enjeu des émotions, c'est quand je vis et du coup que j'agis en fonction de l'émotion, du message qu'elle me donne, et ben ça me permet de retrouver la joie et du coup de contribuer, de poser mes limites sereinement et d'être en relation, de communiquer aussi le plus activement possible et le plus joyeusement possible. Voilà ce qu'on avait envie de partager avec vous. Je ne sais pas si Colline, tu veux rajouter aussi quelque chose par rapport à ça, avant de prendre peut-être des questions qui seraient...
Peut-être sur ce truc de joie à contribuer, je crois qu'il y a plein d'études qui ont été faites sur les enfants et sur le fait que naturellement, en fait, l'être humain éprouve de la joie à contribuer au bonheur de l'autre. Et en fait, c'est une fois que j'ai traversé les émotions, les conflits, ben, je peux revenir à cette joie-là, d'aller vers l'autre, vers les autres. Et plutôt que, comme on parlait au début sur cette actualité, sur cette nouvelle époque, plutôt que d'aller vers le repli et l'isolement. C'est tout. Merci. Romain, peut-être t'as suivi dans le chat. Enfin, alors moi, je n'ai pas du tout eu les yeux dessus, mais je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées pendant le temps de partage de ces informations. Et je ne sais pas si vous avez des questions à poser par rapport à Romain. Là, on voit plus que ton... Voilà, yes. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce qui a été partagé. Alors, dans le chat, il n'y a pas eu de questions, mais là, justement, on va ouvrir un petit temps de questions d'exploration, éventuellement partage, qui reste à peu près 12 minutes. Peut-être juste pour finir aussi de situer, on a fait le choix là de pas explorer les outils collectifs notamment pour accompagner les conflits. Ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire. En tout cas, il y a beaucoup de ressources qui existent sur Internet, donc on a vraiment fait ce choix de plutôt zoomer sur comprendre le conflit à l'intérieur de soi pour être plus en mesure d'agir. Ça n'empêche pas, bien sûr, qu'il y a aussi besoin d'outils de dialogue et qu'on peut mettre en place dans les organisations, quoi. Allez-y de prendre la parole. J'essaie d'enlever le partage d'écran. Je vois que là, j'ai un peu de mal, mais ça va me prendre quelques minutes, mais ça va arriver. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole ou à poser une question dans le chat. Pas de questions. Ah, si. Alors là, j'en vois une. Sébastien, si le conflit a une composante liée au fonctionnement hiérarchique, pour le résoudre, cela va supposer que les personnes avec davantage de privilèges hiérarchiques acceptent d'en lâcher une partie, au moins à un certain moment. Dans votre expérience, cela se produit-il vraiment des fois, ou les privilégiés gardent-ils toujours leurs privilèges? Ben, ça dépend. En tout cas, moi, ce que je peux observer, alors, je vais dire notamment à l'hôpital, c'est que pendant longtemps, je me disais que justement, ça, c'était pas gagné parce que justement, les personnes qui étaient chefs, souvent, c'était des hommes de 65 ans avec justement un certain caractère, on va dire, euh, de façon d'aborder avec, pas forcément l'autoritarisme, mais un certain, il y a ce que dit le chef et les autres. Et puis je vois que depuis, allez, peut-être 5 ans, c'est plus du tout les mêmes personnes qui sont à ces postes. Ces personnes-là, elles sont parties ou elles ont rendu un peu leur tablier. Et maintenant, il y a vraiment de plus en plus de chefs de service qui ont autour de 40 ans et qui sont beaucoup plus conscients de ça. Et donc, je pourrais pas dire que c'est toujours les personnes, et évidemment, ça n'empêche pas qu'il y en ait plein qui veulent garder leurs privilèges, etc. Mais je crois qu'il y a aussi vraiment un changement de conscience à tous les niveaux. En fait, si on prend pas ça en compte, de toute façon, on voit bien que dans les équipes, ça marche pas. Et que, en fait, c'est ces personnes-là aussi maintenant, plutôt que ce soit comme une récompense d'être chef de service, c'est pas mal des personnes qui s'y collent, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est pas si évident que ça, et qui prennent ses responsabilités avec cette notion de comment je viens faire rentrer ça en ligne de compte dans la façon de traiter les tensions dans les services. Donc, je ne saurais pas dire si c'est tout le temps ou jamais, mais en tout cas, ce que je peux voir, c'est qu'il y a de plus en plus de conscience de ça. Et évidemment, il y en a qui continuent à les garder et d'autres qui voient bien que ça fonctionne pas. Voilà. Je ne sais pas si ça répond complètement, mais... Il y a Martine qui dit pas d'intérêt à lâcher les privilèges, donc. Moi, Bah, j'ai envie de rebondir aussi sur le fait de dire, dans l'option que tu évoquais, le fait de pouvoir aller à la séparation, peut-être aussi, c'est qu'à un moment, s'il n'y a rien qui bouge, il y a de plus en plus de gens qui partent.
et que c'est aussi la conscience en fait petit à petit qui se développe de en fait on n'est pas obligé de vivre comme ça, on n'est pas obligé de vivre dans une organisation bon qu'elle ait des conflits certes, mais qu'elle se pose pas la question de ces conflits et elle se dote pas de façon de les traverser. Peut-être que plus ça va aller et moins il y a de gens qui seront d'accord de vivre ça et du coup qui quitteront ces organisations pour en trouver d'autres dans lesquelles c'est possible de remettre en question ses privilèges et compagnie, quoi. Peut-être, c'est pas sûr, mais c'est aussi une façon de faire évoluer le système en dépeuplant les organisations qui sont incapables de se remettre en question là-dessus, quoi. Et qui se passe, hein, d'ailleurs, enfin, qui se passe. Laetitia qui dit prise de conscience de... Ah, je vois plus. L'autre, ça a bougé. N'hésitez pas à prendre la parole, là, il nous reste quelques minutes, hein, si vous avez des choses à dire, plutôt qu'on lise vos textes. Oui, moi je disais, en fait, ça allait dans le sens de ce que tu disais, c'est Laetitia, c'est que cette prise de conscience, en fait, elle se fait petit à petit de certains chefs, parce qu'ils comprennent tout l'intérêt pour l'organisation, c'est exactement ce que tu disais. Et du coup, c'est important qu'on soit nombreux à pouvoir les former, éveiller les consciences, déjà rien que sur la prise en compte des émotions et des besoins, et je trouve que ça arrive quand même de plus en plus. Et mais il faut continuer à, voilà, à faire ce travail de sensibilisation. Ouais. Et moi, je suis souvent très touchée par le fait que, en fait, quand on aborde ces dimensions-là, il y en a plein qui disent, ah, mais enfin, Hmm, enfin, en fait, on n'avait pas les billes, on savait pas comment faire, on savait pas qu'en fait tout ça c'était important, on a plutôt été formé à pas faire attention, et il y a vraiment ce truc un peu de soulagement de, ah, en fait, ça nous donne vraiment un éclairage et des billes pour aller plus loin. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui savent pas faire, en fait, qui savent pas comment exactement. intégrer ça au niveau du travail, de l'organisation. Donc, oui, oui, je te rejoins tout à fait. Il y a besoin. Et puis, ça s'est réclamé d'une certaine manière. Mm. Tout à fait. Il y a Stéphie qui dit d'où l'intérêt d'une ressource humaine hiérarchique dans toute organisation dont la fonction est de médier les tensions. Et j'ai envie de compléter en disant que pour moi, c'est ce qui vient après, justement, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui aient ces grilles de lecture, dans le sens où la personne, elle pourra pas médier grand-chose si les tensions s'expriment pas, si les gens ont peur d'aller à cet endroit-là. C'est comme si c'est parce qu'on commence à se mettre en mouvement que petit à petit, on va générer les outils qui nous aident à répondre à ce besoin naissant. Mais tant que la conscience et l'élan à aller là-dedans est pas là, on peut mettre tous les rôles qu'on veut. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on est un peu frileux des fois sur les outils. C'est que ça sert à rien d'avoir des super outils dans une charte relationnelle avec plein de trucs à mettre en œuvre si s'il y a personne qui déclenche jamais c'est l'appel à ces outils-là, quoi. D'autres partages, réactions, questions? Il nous reste 4 minutes. Une petite question, c'est Marie. Quid de quand moi je peux essayer d'aller sur la colline de l'autre personne, mais si l'autre personne ne veut vraiment pas ou n'essaye pas, ou en tout cas c'est l'impression que je pourrais avoir par exemple dans une situation, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ça? Ouais. Moi, je veux bien ajouter là-dessus parce que c'est une question qu'on me pose souvent de il faut être deux. Et ben quelqu'un qui veut pas, en fait déjà souvent d'aller sur la colline de l'autre, vraiment, souvent ça permet de transformer et souvent ça laisse pas. Euh, j'ai envie de dire qu'il y a comme deux niveaux. En fait, je peux répéter, je peux avoir compris, je peux avoir vraiment dit, reformuler ce que la personne dit. Mais souvent, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur, de, ah, mais en fait, quand je t'ai vraiment rejoint, en fait, je comprends vraiment l'endroit où t'es. Vraiment, il y a quelque chose de... Quand je dis rejoint, c'est pas juste d'avoir été entendu, c'est, ah, ok, en fait, c'est ça que tu vis, toi. Ok. Donc ça, déjà, je trouve il y a souvent... dans les médiations que je fais, les personnes, elles se reformulent bien et machin, oui, oui, j'entends que pour toi c'est comme ci, pour toi c'est comme ça, avec c'est pas un semblant parce que c'est déjà une partie d'être monté sur la colline, mais c'est comme si c'est pas venu transformer dans, ah, en fait, vraiment, je comprends sincèrement. Et en fait, j'ai aussi vraiment envie de contribuer au fait que toi, tu viennes remplir ton besoin à cet endroit-là. Donc souvent, il y a comme des états de profondeur d'être rejoint ou d'être monté sur la colline de l'autre qui sont pas évidents à venir toucher. Ça, c'est une première chose.
Et si quand bien même tu es allé là, et que quand bien même la personne, elle n'a pas la capacité à venir, bah, c'est comment j'accepte ce qui est là avec la personne et ses capacités qui sont là. Et pour moi, dans le fait de rejoindre l'autre, c'est rejoindre l'autre aussi dans sa capacité et dans son incapacité. Et c'est OK, en fait, si pour toi, bah, c'est comme pas possible de me rejoindre, eh ben, c'est vraiment ce que je disais au début, c'est comment ça m'éclaire sur les choix que j'ai? Est-ce que je vais continuer à bassiner la personne pour lui demander quelque chose dont elle n'a pas les capacités? Ou est-ce que je vais juste accepter que la personne, elle en est là et en fait, dans la situation, il faut que je fasse avec ça. Et du coup, souvent, c'est de changer de stratégie, c'est-à-dire d'acter que bah, on va pas pouvoir faire ensemble ou comment je vais travailler avec d'autres personnes ou comment je vais m'éloigner de la relation qui va permettre à l'autre de changer. Et souvent, je peux voir que de continuer à essayer de faire rejoindre l'autre à tout prix, ben, c'est comme si c'est plus un facteur d'augmentation de la tension plutôt qu'un relâchement. C'est-à-dire, si la personne, elle peut pas, c'est aussi ça qu'elle dit et que comment j'entends ça aussi et comment je l'accepte par un fait qui est celui-là. J'espère que ça répond à... Ouais. Ouais, très bien, merci. Et j'ai vu aussi qu'on n'avait pas, il y a un ballon, comment faire, un truc qu'on n'avait pas vu un instant. Comment faire dans le cas d'un projet collectif conflictuel qu'il s'agit de terminer malgré la situation. Ah oui, la fin du projet, mais le projet est trop avancé, les personnes irremplaçables pour pouvoir y mettre fin. Une médiation par un premier. Eh ben, alors ça fait, alors, c'est un peu une des trois issues que je donnais, c'est-à-dire, ben, en fait, peut-être qu'on continue à bosser ensemble malgré le fait qu'il y ait de la tension, malgré ça, et qu'en fait, c'est un vrai choix conscient bah, en fait, c'est pas facile, oui, c'est conflictuel, et en même temps, si le projet prend la priorité, bah, peut-être que c'est ça que je continue à faire. Mais en réalité, quand tu dis les personnes irremplaçables, je sais pas si... Encore une fois, c'est toujours un éclairage de c'est quoi les choix que j'ai et puis c'est quoi le moins pire pour moi, c'est quoi le moins pire pour la relation, puis c'est quoi le moins pire pour le projet. Et c'est juste de faire un choix éclairé, je pense, qui est important. C'est souvent qu'il n'y a pas de bonne... et quand je parlais d'inconfort, bah, c'est comment je me colle à l'inconfort de... Bah ouais, en fait, c'est pas l'idéal de faire ça. Oui, ça a un coût émotionnel, d'énergie, de temps. Mais si jamais j'ai conscience du choix que je fais, j'accepte plus facilement ce qui se passe que si jamais je suis en lutte contre le fait qu'il puisse y avoir de la tension, qu'on continue le projet, etc. Je suis pas sûre d'avoir méga bien compris la question et j'espère que ça a répondu. Si c'est pas le cas, tu peux tout à fait remettre dans le chat des précisions sur la question. De toute façon, on va s'arrêter là. Il est 14 heures. Ah bah voilà. Mais effectivement, on a toujours les mêmes questions un peu sur un peu tous les outils qu'on peut proposer ou toutes les réflexions qu'on peut avoir. C'est comment tu fais pour quand l'autre il veut pas. Et malheureusement, à part la magie noire, si on y croit, il n'y a pas d'autre solution que ce sur quoi on peut agir. Et effectivement, des fois, ça veut dire choisir de renoncer à un projet, à une relation, parce qu'en fait, on voit qu'on n'a plus d'autres moyens d'action. Mais c'est bien un choix, c'est bien encore un choix dont on a la responsabilité. Donc, il y a jamais vraiment de situation où un projet ne peut pas finir. C'est juste on n'accepte pas qu'il finisse ou que il y a des conséquences qui nous paraissent trop lourdes. Mais finalement, à un moment, c'est bien ça qui est en question, quoi. Merci beaucoup. Merci de nous laisser des commentaires dans le chat pour nous faire un feedback sur ce webinaire, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Ça nous aide à progresser. On se retrouve pour le prochain webinaire en septembre avec Emmanuel Faye pour parler de comment on peut être en lien avec le sens, les contraintes et les besoins en même temps. Et puis ben, d'ici là, on vous souhaite un bel été. Profitez bien, ressourcez-vous bien si vous avez la chance de partir en vacances. Salut! Merci à tout le monde pour votre écoute. Bonne journée. Tu nous mets un peu de musique, Romain? Ouais, tout à fait.
pas de temps à prendre. Avancer, filer droit, faire plaisir à la loi des corrompus. Et elle, à coups rompus, s'incline, reste en ligne. Le temps s'écoule comme ses larmes lorsqu'elle regarde en arrière. Elle devient amère, à mort. Place au ressentiment. Ça fait longtemps qu'elle a oublié ce qu'étaient les sentiments. Si elle ment, elle les enterre et s'en tire sans ressentir. Tire, tire, tire sur la corde sensible. Elle cible insensible, droit dans le mille, là est sa cible. L'impatience l'envahit. Aveuglée et sans vie, elle détale et s'enfuit profondément dans les couloirs du dédale. Labyrinthe rempli d'embûches.